Salut tout le monde, je suis Christian Dion et je vous souhaite la bienvenue au podcast agricole du Québec. Bon, là, on est en pleine période des sucres. Puis à peine quelques jours, soit la journée du 30 mars, ce fut la plus grosse coulée ever qu'on a eue à l'érablière. Puis c'était même un peu pas mal partout au Québec. T'sais, on capote quand on a à peu près un gallon impérial d'eau à l'entaille en 24 heures, mais là, on avait deux sites qui étaient en moyenne à 1,85 gallons impérial à l'entaille et un autre à peu près un gallon et quart, mais on a des doutes un peu sur l'exactitude du compteur d'eau. En tout cas, on se trouve suréquipé, mais il faut l'être un peu pour 1 à 2 journées par année pour s'assurer de faire face à des grosses coulées, puis surtout, mais pas perdre d'eau. Une coulée comme qu'on a eue, ça va vous apprendre si vous êtes bien équipé ou non. Pour moi, cet été, il va y avoir des upgrades, pas mal de séparateurs pour augmenter la capacité. Les séparateurs viraient complètement, ils étaient à côté dans la boîte. Puis nous autres, dans notre cas, on a 3 séparateurs, mais justement, les 3 fonctionnaient. La pédale au plancher pendant au-dessus de 12 heures de temps sans arrêt. Même le champion fonctionnait longtemps. On a allumé à 1h30 de l'après-midi le 30, puis on est sorti de la cabane à 5 heures du matin, le 31. Hey, juste à temps pour la fin du couvre-feu. Le gros défaut de cette coulée-là, ben, c'est le taux de sucre de l'eau d'érable. On est à côté à peu près à 1,4 brix, puis ça depuis une secousse. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Ça reste à 1,4. Ça semble généralisé un peu partout au Québec, les taux anémiques de sucre dans l'eau d'érable. Il y avait une personne proche de qui me disait qu'il était à peu près à 2,2. Ouais, mon œil. Il doit y avoir un densimètre qui est précis à 20 degrés Celsius. Si l'eau est à 5 degrés, le densimètre va indiquer un taux de sucre plus élevé. Là. Il n'a juste pas fait la correction qui est nécessaire. Puis à 1,4 brix, ben, ça prend environ 61 gallons d'eau pour produire un gallon de sirop. Une chance qu'on a des séparateurs. Le calcul pour savoir combien de gallons d'eau que ça prend pour produire un gallon de sirop, c'est 86,3 divisé par le taux de brix moins 0,3. Donc, si l'eau est à 1 brix, 86,3 divisé par 1 moins 0,3 égale 86. Donc, 86 gallons d'eau pour produire un gallon de sirop. Le fameux 40 gallons d'eau pour produire un gallon de sirop, c'est avec de l'eau à 2,15 brix. C'est la moyenne, mettons. Sans séparateur d'eau, ben, je suis convaincu qu'il ne se produirait pas autant de sirop au Québec. Puis un peu partout aussi, là. Imaginez 2 secondes. Coulée historique, bouillage sans séparateur, avec le peu de sucre qu'il y a dans l'eau, la quantité phénoménale de bois ou d'huile que ça pourrait prendre. Hey, dans un autre ordre d'idée, notre CUMA, soit la CUMA de Lac-Saint-Pierre, est maintenant constituée et le CA est également formé. Ben, je suis fier d'avoir été l'instigateur et aussi d'en être le président. Je voudrais remercier toutes les autres personnes, toutes les autres entreprises agricoles qui ont participé au projet, aussi d'en être les membres fondatrices de la CUMA. Bon, ben, je suis maintenant rendu à vous présenter mon invité de la semaine. Nouveau dans le domaine de la vente, mais possédant quand même un bon bagage au niveau de la production et la recherche au niveau des cultivars de semences. Il a été recrue de l'année du réseau Coop et l'année d'ensuite nominé au titre d'expert conseil de l'année. C'est pas rien quand même. Roch Léonard, bonjour. Oui, Yes. mais oui, Christian, ça va bien, toi? Ben oui, ben oui. Bon, hey, Roch, tu vas nous parler un peu de toi. D'où c'est que tu deviens? Puis un peu ton cheminement, ton parcours professionnel également, ou tes études, puis où c'est que tu es rendu aujourd'hui? Oui, bien, pas de problème. Tout d'abord, juste dire bonjour à toi et bonjour à tout le monde, tous tes auditeurs. Je voudrais te féliciter parce que je trouve que c'est une très belle initiative, le podcast agricole, là, pour faire connaître l'agriculture au Québec sous un nouvel angle. Ben, C'est une merci très beaucoup. bonne. Fait que ça me fait plaisir. Tout d'abord, pour parler de moi un peu, moi, je suis issu du domaine agricole. Je suis originaire du nord de l'Ontario, ce qu'on appelle le Témiscamingue ontarien, environ à peu près à 1h30 de Rouyn-Noranda. Moi, je suis né sur une ferme laitière. Mon père, mes parents, ils avaient une ferme laitière. C'est un petit village qui s'appelle Earlton, en Ontario. C'est un village qui était quand même assez francophone. J'allais à l'école en français là-bas. Hey, Puis on Roch, avait une ferme laitière, on tirait environ une cinquantaine d'années. Oui, ce village-là, il a changé de nom, oui. je pense. Hein? Non, il est encore sous ce nom-là, mais c'est dans le comté de Armstrong. OK, OK. Fait que c'est comme, souvent ça peut être confondu, là, Earlton, Armstrong sur les cartes, là.
Tu peux voir les deux noms. Puis, c'est ça. Là, je te disais que, justement, on avait une ferme laitière. On tirait environ une cinquantaine de vaches. J'ai été là jusqu'à l'âge de 7 ans et demi. Ensuite de ça, mes parents ils ont vendu, puis on a acheté une autre ferme laitière à Saint-Valérien de Milton, qui OK. ont opéré pendant à peu près 6 ans. Puis, en 89, malheureusement, mes parents se sont séparés. Puis, la ferme a été vendue. Ça a comme un peu coupé ma progression agricole à ce moment-là. Mais c'était en même temps que la fin de mon primaire, début secondaire. Fait que, tu sais, moi, j'avais comme l'adolescence qui commençait. Fait qu'il y avait plein de OK. nouvelles choses qui m'intéressaient. Donc, quand j'ai commencé mon secondaire, j'ai commencé à avoir de nouveaux horizons. Puis j'ai été beaucoup intéressé par la cuisine et la restauration parce que j'aimais beaucoup faire à manger à la maison. Fait à la fin de mon secondaire, j'ai été travailler pendant 1 an et demi dans les Laurentides en hôtellerie et restauration pour me rendre compte que finalement, c'était pas tant ma voie que ça. Fait que vers 96, je suis revenu dans la région chez mon père. Puis mon père, entre-temps, avait redémarré une ferme en production végétale. OK. Fait que ça m'a redonné la piqûre pour l'agriculture. J'ai travaillé à la coopérative Agrilait à Saint-Guillaume au fromage et à l'usine de lait en poudre pendant quelques mois. Le meilleur Puis, fromage du Québec. le meilleur fromage du Québec, évidemment. Là, j'ai vu une opportunité pour faire un retour à l'école. Je suis allé faire mon cours en agriculture. J'ai fait le cours classique de l'époque, le fameux GEEA, Gestion, Exploitation d'entreprise agricole, que j'ai étudié de 97 à 2000. J'ai gradué. Puis après ça, j'ai travaillé un peu à la ferme de mon père, mais c'était pas une très grosse ferme. Fait que c'était comme dur de faire vivre deux familles. Ouais. Fait que je me trouvais des jobs en dehors, à droite, à gauche. Puis j'ai beaucoup travaillé à cette époque-là en mécanique agricole. J'ai travaillé chez Claude Joyal à Saint-Guillaume. J'ai travaillé chez Agritex à Drummondville. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai beaucoup aimé ça. OK. Puis je suis quand même quelqu'un de manuel. Fait que c'était quand même facile pour moi. Puis, tu sais, toujours le contact avec les clients. Puis, ça m'aidait beaucoup à apprendre la machinerie, les tracteurs, les batteuses, les semoirs, les planteurs. Je faisais beaucoup d'assemblage. Fait que c'était quelque chose qui était comme assez stimulant. Puis, j'avais aussi l'impression d'avoir fait le tour quand même assez rapidement parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup toujours apprendre, apprendre, apprendre. Fait que, un moment donné, je me suis comme réorienté. J'ai travaillé pendant quelques mois chez Siga Informatique. Encore Ah, là, les programmes de pas trop à comptabilité. ma place. Programme de comptabilité, programme de champ pour les logiciels de lactation, alimentation, troupeaux laitiers, puis aussi gestion de porcherie, OK. les troupeaux de porc. Fait que ça a plus ou moins fonctionné. Fait que j'ai comme eu une opportunité en 2006 de commencer comme technicien en recherche et développement à la ferme de recherche de Semico à Saint-Hyacinthe, sur la route des Seigneurs, pas bien loin de chez Comax. J'ai travaillé là pendant 5 ans et demi. Euh, Beaucoup d'améliorations génétiques, beaucoup de régie, de tests de régie, des essais divers, multiplication de semences. De Ensuite quelle de année, ça, de quelle année à quelle année chez Semico? de 2006 à 2011, j'étais là pendant 5 ans et demi. OK. Parce que moi, Mais en j'étais deux, représentant pour Semico, mais je pense que c'était jusqu'en 2005. Fait que, OK, on s'est quasiment comme croisé dans la porte. quasiment, quasiment. Aimé Bon, Carrière, t'as-tu encore ben, là dans ce temps-là? Quand t'étais là? qui? Aimé Carrière? Le nom me dit rien. Euh, le Il nom était me dit peut-être rien, parti non. de bord. Il faisait quoi, lui? Il était Ouais, juste représentant, off mais record, là. il était représentant, mais il était au bureau, au head office, là, sur le boulevard Laurier. Parce qu'en 2006, d'après moi, Sinagri Puis, avait mis la patte là-dessus au complet. Là, ça se peut-tu? C'est pas mal dans ces années-là. euh, la transition Semico-Sinagri, là, c'est dans les années 2006-2007. OK. Puis, c'est à ce moment-là que, dans la ferme de recherche, mon patron de l'époque, qui est M. Feu René Cloutier, le fondateur de Semico, et je vais voir là, ceux qui vont au pavillon de la Coop fédérée à Saint-Hyacinthe, le pavillon sur l'agriculture maintenant. Il y a le temple de la renommée de l'agriculture avec
beaucoup de personnes qui ont été importantes dans l'histoire de l'agriculture du Québec. Oui. Puis M. Cloutier, il est là. Sa photo est là avec son descriptif. Fait que M. Cloutier, lui, a vendu Semico à Sinégri, mais a racheté la firme de recherche pour continuer. Puis ça a alors changé de nom, qui est devenu Nevico. OK. Ça a été environ de 2007 à 2010. Puis en juin, à l'été 2010, ça a été vendu à Dominique Lannoy de Saint-Hugues, qui a fait ce qui est encore aujourd'hui, ça s'appelle Cerela. OK. Puis Cerela, c'est spécialisé en développement de variétés de céréales. Moi, j'ai fait 1 an avec eux. Puis après la première année, tu voyais un peu la tangente de ce que ça allait, puis la restructuration de l'entreprise. L'opportunité s'est présentée pour aller à la firme de recherche de la Coop Fédérée, toujours à Saint-Hyacinthe, où j'ai travaillé de 2011 à l'automne 2015. Puis à Saint-Hyacinthe, j'ai été vraiment spécifique technicien en amélioration génétique pour le soya principalement. Fait que j'ai travaillé avec le chercheur de la ferme de recherche à Saint-Hyacinthe de la Coop, qui s'appelle Jérôme Auclair. On a développé des variétés ensemble. On a travaillé ensemble pendant 4 ans pour améliorer le processus génétique soya. Ensuite de ça, à l'automne 2015, j'ai eu une promotion où j'ai été amené à travailler au service des semences de la Coop Fédérée à Longueuil. Mes principale tâche était de travailler responsable du guide d'assurance qualité pour l'usine de Longueuil où on empochait du maïs, des plantes fourragères, réception, expédition. Je travaillais aussi en collaboration avec plusieurs cribleurs au Québec qui criblaient beaucoup de semences pour la Coop Fédérée sur l'agriculture maintenant. Puis, je m'occupais aussi là, de production de semences et de pureté pour les parcelles sélectes. Fait qu'encore là, beaucoup de travail avec les producteurs agricoles. Puis, encore là, beaucoup de travail avec les producteurs agricoles, marcher des parcelles au champ, s'assurer que les parcelles sont propres, puis qu'ils vont passer l'inspection, que je vais parler tantôt. Ensuite de ça, en 2008, est arrivé le partenariat avec mes ex. Dans le fond, ils ont comme fait une co-entreprise entre la division Élite pour les semences et la division Mes Ex en Ontario. 2018, pas 2008. 2018. De là, ça m'a conduit jusqu'en 2018, où il y a eu le partenariat qui a été bâti, si on veut, avec Semences Mes Ex en Ontario. Ça a été une entente là, qui a été très bonne pour l'agriculture, pour le service des semences. On mettait la main, bon, pas mettre la main, je ne veux pas dire on mettait la main, mais on s'associait, puis on allait chercher un gros pool génétique pour les hybrides de maïs. Puis Semences Élite, eux, de leur côté, avaient un gros pool génétique pour les cultivars de soya. Fait que là, c'était un win-win des deux côtés, si on peut dire ça. Puis, voyant la tangente que ça prenait avec la restructuration qu'il y a eu à cause de ça, j'ai eu l'opportunité là, de venir travailler chez Covillac à Baie-du-Fèvre, à la coop Covillac, qui est maintenant devenue aujourd'hui Couvry Coopérative suite à la fusion avec la coop de Parisville. OK, ouais. Puis, ce qui fait que je suis expert conseil là, en production végétale depuis la fin de l'été 2018. Puis depuis ce moment-là qu'on se connaît, puis qu'on travaille ensemble. Eh oui, ben oui. Fait que ça fait un peu le tour là, de mon parcours professionnel. Fait que là, toi, Rock, tu vas nous parler plus spécifiquement du monde des semences. Du début, comment on fait de la recherche, puis jusqu'à temps qu'on puisse l'acheter dans une poche. Il y a quand même plusieurs étapes là-dedans. Tu vas nous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que c'est un domaine qu'on s'en doute peut-être un peu, mais qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. Mettons là, exactement là, toutes les étapes, puis les étapes de recherche, puis tout ça là. Tu vas nous parler de ça, Rock. Oui, ben, c'est un peu le pourquoi d'aujourd'hui. Puis, tout d'abord, le domaine, là, justement, là, d'amélioration génétique. Moi, je trouve que c'est un domaine qui est passionnant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel sous la main pour finir avec quelques variétés commerciales en bout de ligne. Fait que je vais expliquer un peu le processus. Mais tout d'abord, je veux juste démystifier c'est quoi la différence entre un cultivar et un hybride.
OK, oui, vas-y. Pour commencer, un hybride, mettons, un hybride maïs, canola, on a des hybrides. On vend, nous, des variétés de seigle d'automne qui sont des hybrides aussi. Oui. Dans le fond, pour avoir un hybride, tu prends, tu sèmes dans un champ des rangs d'un parent mâle et à côté, tu sèmes des rangs d'un parent femelle. Mettons 4 ans de maïs mâle, 4 ans de maïs femelle, 4 ans, 4 ans, 4 ans. Au cours de l'été, tu passes avec une machine spéciale pour le maïs, puis tu coupes tout le haut des plants de maïs en haut de l'épi des rangs femelles. Donc, c'est le rang mâle à côté qui va venir polliniser le maïs des rangs femelles. Puis à l'automne, ben, on ramasse ces épis-là. Ils sont égrenés, sont classés selon différentes grosseurs, puis sont mis dans les sacs, puis c'est ça que les producteurs sèment l'année d'après. Fait qu'un hybride, c'est, dans le fond, on sème un an après la pollinisation. Tandis qu'un cultivar ou une variété, comme on l'appelle communément, c'est un beaucoup plus long processus. On part d'un croisement, puis après ça, on multiplie des lignées pour après ça en éliminer pour finir avec une variété gagnante à la fin du processus. Pour faire un croisement, ça, on le fait généralement dans le soya, blé, orge, avoine. Puis il y a beaucoup d'autres plantes aussi là, en horticole ou dans d'autres domaines qu'on travaille en lignée. Mais aujourd'hui, on va parler là, de vraiment ces 4 espèces-là. Fait que comment est-ce qu'on fait un croisement? Oui. Ben, dans le fond, faut voir qu'avant d'avoir un épi de blé, d'orge ou un panicule d'avoine ou une gousse de soya, ça part tout d'une fleur. Puis OK. ceux qui connaissent la botanique un peu savent que dans une fleur, ben, il y a un pistil, qui est la partie mâle, puis il y a un étamine, qui est la partie femelle. Fait que, mettons, pour faire un croisement de blé, orge, avoine, c'est sensiblement le même principe, soya un petit peu différent. Fait que je vais y aller avec les céréales commencer. Dans le fond, on prend l'épi quand elle est juste sur le point de sortir de la gaine. OK. Puis, on vient comme toute la décortiquer, toute la découper la pointe de chacun des enveloppes où ce que va se trouver le grain. Oui, oui, Puis oui. à ce moment-là, avec des pinces, puis on fait ça avec des lunettes là, qui sont comme des loupes, on vient enlever toutes les étamines, les parties mâles de ces grains-là. Puis ensuite de ça, il faut mettre un genre de petit sac par-dessus qu'on attache avec un trombone, puis qu'on laisse travailler pendant 48 heures. Ça va juste comme permettre à la partie femelle de se stimuler puis d'être plus prête à recevoir le pollen. Puis 48 heures après, ben là, on a d'autres plants. On fait ça généralement en serre ou très rarement en champ, mais ça se fait aussi. On fait ça en serre. On a d'autres plants qui ont été semés un peu d'avance pour que le pollen soit prêt pour ceux-là. Fait que là, mettons, on a le parent femelle qui est X ou Y, puis dans le tableau de croisement, que le chercheur a décidé que lui, on va le croiser avec le parent mâle P. Bien là, on va chercher notre plante P, on récolte 2-3 épis, puis de cet épi-là, on vient s'asseoir à côté du plant femelle, puis on prend les étamines où ce que le pollen est vraiment comme prêt à exploser, là, il est comme tout gonflé. Puis du pollen de plante, là, c'est comme une petite poudre jaune. On en voit OK. souvent l'été, des fois, là, Sur le la bord des trous pollinisation d'eau. des plantes, sur le bord des trous d'eau, sur les houttes de char. Ça arrive des fois l'été, on en voit. Fait que là, avec nos pinces encore, c'est comme des pinces à cils, mais on vient prendre des étamines des plants qui sont prêts, puis on vient déposer dans la petite enveloppe où se trouve le pistil pour faire la pollinisation. Puis encore une fois, on remet le petit sac dessus pour pas qu'il y ait un contaminant extérieur, un autre pollen qui vienne bousiller, si on veut, notre croisement. Fait que ça, c'est un peu le principe du blé, des céréales. Ça, c'est quand même assez facile à faire parce que la plante est quand même assez grosse. L'enveloppe de la graine est assez grosse. On parle de 3, 4, 5 mm. C'est gros, ça, oui. 4-3 mm, C'est, c'est gros. c'est ça. Par enveloppe de grain. OK. Par enveloppe de grain. Fait, mais où est-ce que je m'en vais? Le soya. Le soya, pour faire les croisements, ben, pour aller enlever les parties mâles de la fleur du soya,
il faut qu'on prenne la fleur de soya alors qu'elle n'est pas ouverte encore. OK. Tant qu'elle est en Puis, bouton, mettons. exactement, quand elle est en bouton. Fait qu'à partir de ce moment-là, on la rouvre très délicatement parce que la tâche est quand même fragile. Il faut enlever les pétales, il faut enlever les sépales. Il y en a 5 de chaque qui enveloppent la fleur de soya. OK. Puis après ça, on vient enlever les étamines aussi, qui en a 5 aussi. Puis on met une petite enveloppe protectrice dessus pendant encore quelques jours, 24-48 heures. Puis après ça, ben, on fait le même principe. On va chercher des plants mâles d'un autre plant, puis on vient les croiser ensemble. Le hic avec la fleur de soya, c'est qu'elle mesure à peu près 1 millimètre. Ouais, c'est pas gros. Puis, c'est vraiment pas gros. Puis, tu sais que tu as déjà vu des plants de soya, tu en fais pousser à tous les années. Oui. Un plant de soya, c'est pas très haut. Fait que souvent, on fait ça couché à plat ventre dans le champ ou en petit bonhomme, en indien. Vraiment, là, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à travailler. Puis, étant donné la grosseur de la fleur, le taux de réussite d'un croisement est beaucoup plus faible que des céréales. On parle peut-être de 80 à 90 des céréales, puis un 30 à 50 de la soya. On fait beaucoup plus de croisements pour arriver au même résultat, en OK. fin de compte. Rock. Sur Oui. un plant de soya, tu as plusieurs fleurs. Mettons, un entre-nœud, mettons, tu as 3 fleurs. Des fois, c'est plus, là. Est-ce que les 3 fleurs vont avoir le même pollen du même mâle? Puis un Non, autre entre-nœud, tu y vas avec un autre mâle? généralement, on essaye de ne pas croiser plusieurs mâles sur un même plant. OK. Puis, sur un entre-nœud, quand tu peux avoir 3-4 fleurs, aussi, on va enlever les autres pour en laisser juste une, OK. pour pas qu'il y ait de mélange, justement. Puis, un autre fait aussi que je pourrais expliquer, c'est que, mettons, tu prends un épi de blé, tu vas récolter tout ton épi au grand complet. Tu peux avoir 80, 100 grains, tout dépendant de la grosseur de l'épi et de la pollinisation. Mais quand on fait un croisement, on ramasse peut-être 30, 40, 50 grains de blé au gros maximum. Il y en a qui n'ont pas fertilisé. Il y en a qui n'ont pas exactement, qui n'ont pas été fécondés. OK. Puis, pour le soya, c'est la même chose. Étant donné qu'on a fait une opération sur la fleur, ça vient comme faire des fois je dirais peut-être une dystrophie. Là, la gousse est comme croche, tout ça. Fait qu'au lieu d'avoir des gousses à 3-4 bines, comme on voit régulièrement dans le champ, c'est des gousses à 1, 2, puis quand on est chanceux, c'est 3 grains. Et bon, Fait OK. que, fait que c'est un peu ça. Puis dans ton croisement, là, mettons, tu as ton plant femelle. Oui. Puis après ça, tu prends ton mâle, puis là, tu viens croiser tes fleurs. Est-ce que, une fois que tu récoltes tous ces grains-là, est-ce que les résultats sont tous pareils ou les résultats sont tous différents? Parce que, regarde, toi et moi, là, des enfants, là, avec la même personne, tous les enfants sont différents. C'est-tu pareil aussi quand tu fais des croisements de semences? C'est la beauté de la chose. Si, excuse, si, mettons, on prenait les résultats de croisement puis qu'on semait ça au champ, on aurait le même phénomène que les hybrides que j'ai expliqué tantôt. OK. C'est-à-dire que la première génération, ça va tout sortir pareil. Puis c'est après que la variation génétique commence à s'exprimer, puis que là, tu vas avoir n'importe quoi. Des hauts, des courts, des hâtifs, des tardifs, des barbus, des non-barbus, dans le soya, des fleurs mauves, des fleurs blanches, la pubescence, différentes couleurs, les formes de feuilles. Ça va être all dress. Par exemple, on parle pour parler, là. Tu croises, par exemple, du Hydra avec du Catonda. Après la deuxième génération, tu vas avoir plein de résultats différents. Puis tu vas même avoir des pubescences de d'autres couleurs parce que ces deux-là, c'est deux pubescences brunes. Fait que tu pourras même Oui. avoir du gris qui sortira au travers de ça. Si les lignées parentales du Hydra et du Catonda avaient du gris, le gris va s'exprimer. Ah, OK. Si les lignées parentales de ces deux soyas-là avaient mettons, du plus hâtif ou du plus tardif, ben là, il va y avoir une variation de maturité qui va être plus grande aussi.
Fait que, puis tu vas avoir des hauteurs de plein, tu vas avoir de 18 à 36 pouces, 42 pouces là, facilement. Là. OK. Ça va jouer beaucoup. Élancé, Une chose, buissonnant, tu vas avoir un peu de tout. oui, un peu de tout. Puis une chose que j'ai pas dit quand j'ai expliqué tantôt la différence entre le cultivar et l'hybride, pour euh, amener un cultivar de céréales ou de soya à terme, ça prend environ 15 générations. OK. Puis, on s'entend au Québec que c'est une génération par année. Ouais. On sème le printemps, on récolte à l'automne, puis on attend l'hiver. Puis c'est de là que, quand que j'étais à la ferme de recherche, puis il y a d'autres entreprises au Québec qui font ça aussi, on a des partenaires on appelle ça entre nous autres là, pépinières contre-saison, où on envoie du matériel pendant l'hiver, puis eux autres, ils font pousser une génération, puis ils nous le renvoient au printemps. Fait qu'on OK. gagne un an comme ça. Fait que ça, c'est une astuce qui est couramment utilisée là, dans l'industrie. Puis il y a plusieurs compagnies là, qui offrent ces services-là à contrat là, en Amérique du Sud, en Amérique latine, un peu partout. Là. Fait que c'est quand même quelque chose qui est Ah, très, faut sauver très, du très, temps, là, très, quelque part. exactement. Quand on a des croisements très prometteurs, ben, on utilise davantage ce système-là pour pouvoir au lieu de sortir une variété en 15 ans, mais si on peut la sortir en 7 ans, ben, on vient de gagner 8 ans. Là. Oui, ben oui. C'est un peu ça. Fait qu'après ça, on récolte, dans le fond, ce qu'on appelle des F1, la première génération. F1 à F5, il ne se passe pas grand-chose. On fait juste prendre notre grain de soya qu'on a croisé, puis on le multiplie, puis on le multiplie, puis on le multiplie pour en avoir le plus possible. OK. Puis, après ça, on arrive, mettons, comme à la 6e génération, où c'est là que le fun commence. Là, on sème ça en parcelles, au champ. Puis, à l'été ou à l'automne, tout dépendant des espèces, on fait ce qu'on appelle la sélection de lignée. Dans le soya, on sélectionne un plant au complet. Puis, dans les céréales, ben, c'est un épi. On récolte un épi ou un panicule d'avoine. Puis ça, c'est tout égrené. Puis après ça, l'année d'ensuite, c'est semé tout en rang. Un rang de soya, un rang de blé, un rang d'avoine. Mais les blés ensemble, puis les soya ensemble. Là. Oui, oui. Moi, mon travail à la fin de recherche, c'était justement de sélectionner des plants de soya à l'automne. Puis quand je dis sélectionner des plants de soya, là, c'est des plants de soya. Là. C'était quelques milliers à chaque automne. Pour que l'année d'après, ils soient tous semés en rang. Puis, c'est à partir de ce moment-là que là, le processus d'élimination commence. Fait que là, un coup qu'ils sont en rang, ben, on les voit très bien. On voit ce qu'ils ont de l'air, on voit ce qui. Tu sais, des fois, tu peux avoir un plant de soya quand les entrepreneurs ils ont 8-10 pouces, puis quasiment pas de gousse, mais ça, tu ne garderas pas ça. Élimine, out. Tandis que des beaux plants chargés, ben, ça, on les garde, puis on les fait continuer l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après. On fait ça encore pendant quelques années, justement, pour développer, puis éliminer le plus possible, puis essayer toujours de garder les meilleurs. Puis, ça, c'est toujours semé en essai, mettons en groupe là, de 20, 30, 40, on met toujours à l'intérieur des essais des témoins d'industrie. Mettons les variétés les plus connues. Par exemple, du Catonda, du Hydra, puis on essaie aussi de mettre des variétés de la compétition. Puis le but, ben, c'est de garder les meilleurs. Puis les meilleurs, ben, c'est ceux qui battent les témoins, qui ont un meilleur rendement, qui ont une meilleure résistance aux maladies, qui ont tous les paramètres là, pour sortir une variété gagnante qui va bien se vendre sur le marché. OK, ben oui, c'est sûr. Fait que pendant ces années-là, ben là, c'est là que justement, on élimine des variétés, on élimine beaucoup. Puis aussi, parallèlement à côté, ben, il y a des essais là, de tolérance aux maladies, aux champignons qui se font. Dans le blé principalement, ben, il y a ce qu'on appelle une pépinière à fusariose, où ce qu'on fait par exprès pour inoculer les variétés de blé à la fusariose pour voir laquelle va être la plus résistante puis va s'en tirer le mieux. Puis ça, ça prend beaucoup d'eau pour faire ça. Ça prend la maladie qui est sous forme là, le mycélium là, qu'on importe au champ, puis qu'on asperge les plants aussi. Puis dans le soya, ben, on a ce qu'on appelle une pépinière à sclérotinia, où c'est un champ qui est. On faisait une rotation
spéciale, là, je ne dirais pas le secret, là, mais on fait une rotation spéciale où ce que c'est Sclerotinia, il va être développé année après année, puis il y en a énormément dans le champ. Fait qu'encore là, on est capable de voir les variétés de soya qui vont être plus sensibles, puis ceux qui vont être plus résistantes. Fait que ça va être beaucoup à la sélection des variétés. Il y a d'autres façons aussi de développer là, des recherches. Je sais qu'il se fait des recherches pour les gènes pour le nématode akiste dans le soya. C'est un insecte là, qui s'en est de plus en plus, qui progresse au Québec. C'est un Au peu centre les du... RTSK, des affaires de même, là? Exactement. OK. 1C, 1K, 3, 3, je me souviens, 3 tout court, finalement. OK. Puis, il y en a quelques-uns, là. Fait que, il y a aussi ça. Il y a aussi une pépinière pour le Phytophthora, qui est une autre maladie dans le soya. Fait qu'il y a comme plusieurs là, tests là, à côté, justement, qui sont faits pour essayer d'avoir toujours la meilleure variété, le meilleur cultivar, le plus haut rendement, la plus grande résistance aux maladies pour justement en vendre le plus possible. Tu sais, c'est le but ultime. Oui, oui. Fait que de là. Fait qu'après ça, quand on est rendu, mettons, à la 10-11e génération, ben là, on se retrouve avec un bassin beaucoup plus réduit de notre pool génétique. Puis là, on commence à faire des essais sur plusieurs sites pour voir, mettons, comment est-ce qu'il va se comporter à Saint-Hyacinthe, comment est-ce qu'il va se comporter dans la Naudière, mettons, centre du Québec. Les plus hâtifs, on va l'envoyer dans le Bas-Saint-Laurent, au Lac-Saint-Jean. Puis il y a beaucoup d'essais aussi qui se font en Ontario, dans l'Ouest canadien, des Maritimes. Fait que c'est quand même très, très volumineux là, comme parcelle qu'on a à produire pour voir le comportement de la variété. Tu sais, tu peux avoir un soya qui est super bon à Saint-Hyacinthe, mais pour une raison X, mettons dans le coin de Québec, il ne sera pas bon. Ou vice-versa. Fait qu'on on voit tout ça. Tout, quand je disais tantôt là, que c'était passionnant, là, l'amélioration génétique, là, c'est vraiment tout l'ensemble de l'œuvre, tous les petits détails combinés ensemble qui font que c'est une réussite. Puis à Sainte-Rosalie, au centre de recherche, j'imagine que c'est principalement de l'argile Sainte-Rosalie. Il ne doit pas avoir beaucoup de Oui. sable dans le coin. Non. Il y a la ferme de recherche de Sainte-Rosalie, il y a le site même à Sainte-Rosalie, là, sur la route des Seigneurs. C'est en sortant de Saint-Hyacinthe vers Saint-Dominique, qui a le site principal là. Puis Oui. ils ont aussi acheté un autre lot de terre à Saint-Simon, où c'est un lot un peu plus sableux, un peu plus léger. Fait que on est capable d'évaluer, mettons, le même soya, la même céréale, dans deux types de sols différents, dans la même région. Puis ils ne se comportent pas pareil. Là. On voit des différences. Fait, ça, c'est déjà un gros avantage. Puis ça permet, là, encore une fois, de toujours comparer, comparer, comparer pour sortir le meilleur. Toujours essayer d'avoir la meilleure variété. Puis, dans le fond, toutes les compagnies font un peu le même principe. Là. Ils ont tous le petit touch personnel, là, mais ça ressemble pas mal tout à la même chose. Puis là, tu étais rendu, je pense, attends un petit peu, à la 10e année de ta semence, c'est ça? Ouais, là, à Tu as peu près, éliminé, t'as éliminé à peu près quel pourcentage de variétés avant d'arriver là? À partir de l'année 1, F1, mettons, jusqu'à F10, tu en as éliminé combien jusqu'à là? ben, pour faire un schéma, mettons un dessin, là, je vais essayer de l'expliquer vite, vite. Là. Tout le monde sait c'est quoi un entonnoir. Oui, oui, ben Ben oui. là, tu prends deux entonnoirs, puis tu prends la partie plus large des entonnoirs, puis tu les mets une contre l'autre. Puis là, tu mets ça de bout. Fait que la partie d'en bas, où d'habitude l'eau coule, ben, c'est ton croisement. Puis là, on s'en va en ouvrant jusqu'à, mettons, à la 5, 6, 7e génération, où ce que là, on est le plus large, puis que c'est là qu'on a le plus de variétés différentes, de lignées différentes. Puis après ça, à partir de ce moment-là, on commence à rétrécir vers le haut pour retourner à un semblant de goulot en haut avec un minimum de variétés. Fait que dans le fond, c'est comme deux entonnoirs face à face. Là, fait que, tu pars de rien, tu élargis, puis tu retournes vers quasiment rien. OK. Fait que c'est un peu le principe.
Puis, à la 10, 11, 12e génération, ben, on a éliminé probablement 85-90% de ce qu'on avait trouvé à la 5, 6e génération. OK. Fait que, c'est un peu ça le principe. Dans le fond, on appelle ça de la sélection de masse. Puis plus que tu en piges, mais plus que tu as de chance de piger le numéro gagnant, comme on dit. Là. Oui, oui. Fait que c'est un peu le principe. Fait que là, à partir de la 12e génération, c'est là qu'on commence pas mal à avoir un bon portrait de qu'est-ce qu'on va pouvoir avancer. Puis, on commence, en fait, on faisait dans ce temps-là ce qu'on appelait des essais du Réseau de grande culture du Québec, RGCQ. Oui, oui, oui. Fait que là, c'est toutes les compagnies qui envoient le matériel prometteur ensemble. Puis là, ils font un essai c'est toutes les compagnies mélangées ensemble. Fait que là, tu peux te comparer avec toutes mettons, comme dans le soya, là, ben, il y a Prograin, Pionnier, Cevita, Ceresco, Pionnier, je l'ai dit, il y a du Décab là-dedans, ils sont tous là. Oui. Avec encore une fois 3 témoins de l'industrie qui sont choisis par le comité du CRAC. Dans le fond, eux autres, ils font une rencontre annuelle. Puis ça marche un peu comme Takuma. Ils ont un conseil d'administration, ils ont des rencontres annuelles. Ils définissent un peu là, les règles de base, puis ils choisissent des témoins. Fait que c'est un peu le fonctionnement de ça. Fait que là, il y a les assets du RGCQ. Puis à côté de ça aussi, il y a le processus de développement pour faire la multiplication vraiment le plus pur possible, la pureté variétale. En fait, OK. le plus pur possible. Fait que ça se fait aussi en 4 étapes, à côté, si on veut, des essais du réseau de l'agriculture du Québec qu'on fait là, pour le soya et pour les céréales. C'est les deux groupes. Puis, quand on est rendu, mettons qu'on sait quelle variété ou quel cultivar on veut lancer sur le marché, ben, généralement, ça arrive au terme des essais du RGCQ. Puis, en même temps, on a de la semence prête qu'on appelle de la sélectionneur. La sélectionneur, ça, c'est de la semence, là, c'est comme le plus haut statut. C'est les normes les plus sévères qui sont faites pour la qualité, pour les impuretés, pour obtenir un certificat de récolte. C'est la première fois que la semence qui a été croisée, la lignée va obtenir un certificat de récolte. OK. Là, certificat de récolte, le monde ne sait pas de quoi je parle, fait que je vais faire une grosse parenthèse. Je vais parler, c'est là que la CPS, l'Association des producteurs de semences du Canada, entre en ligne de jeu. La CPS, eux autres, c'est l'organisme canadien qui chapeaute la production de semences au Canada, au complet. Ben, c'est l'Association canadienne des producteurs de semences. Exactement. Puis, c'est eux autres qui sont en charge de faire respecter la loi des semences, puis le règlement des semences, qui est de juridiction fédérale. Puis, en collaboration avec la CIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Puis, il y a aussi d'autres organismes là, au travers de ça, là, parce qu'ils ont comme fait une grosse fusion là, dans les derniers mois. Là, je ne l'ai pas trop suivi parce que je ne suis plus dans cette branche-là. Elle n'a pas passé la fusion. Elle n'a pas passé le Seed Synergy? Le Semence Canada, ça n'a pas passé. Il y avait 5 associations, dans le fond. Il y avait 5 associations. Ben, moi, je recevais des communications de ça, vu que je suis membre de la CPS. Mais je n'ai pas suivi ça, mais ça n'a pas passé pareil. Fait que ça va être refusé. C'est les producteurs qui ont refusé. Les producteurs Passons, c'est un détail. C'est un détail. Fait que dans le fond, la CPS, eux autres, ils sont responsables de s'occuper de la production de semences. Puis, pour expliquer un peu la production de semences, comment ça fonctionne, ben, on part toujours de la sélectionneur. La sélectionneur, qu'on appelle aussi de la breeder en anglais, c'est la semence mère, c'est la source mère, c'est de ça que découle toute la production de semences. Fait que généralement, ça prend un producteur qui a le statut select pour faire ça. Fait que lui, il va semer sa breeder, sa sélectionneur, puis il va récolter de la select avec ça, puis aussi un peu de fondation.
pour faire une histoire courte, là, je vais juste expliquer un peu les statuts. On a le statut là, le plus sévère en haut, si on veut, c'est la sélectionneur. Oui. Après ça, on va avoir de la select, on va avoir de la fondation, de l'enregistré et pour finir, de la certifiée qui est la semence commerciale là, qu'on vend at large. OK. L'étiquette bleue. L'étiquette bleue, exactement. Puis, chacun de ces statuts-là a des normes à respecter et plus qu'on monte, plus que comment je dirais ça, la réglementation est sévère. Il ne faut pas qu'il y ait de hors-type, il ne faut pas qu'il y ait de variants dedans, il ne faut pas qu'il y ait de contaminants. Puis plus qu'on descend, plus que c'est un peu toléré. Pas beaucoup, là, c'est quand même assez sévère, l'inspection de semences. Tu le sais, t'en fais. Oui, oui. Fait que, tu sais, faut que les champs soient marchés à toutes les années. Il faut enlever tout ce qui ne correspond pas à la variété, dans le fond. Puis, c'est un peu comme ça qu'on fait la production de semences. Donc, le producteur sème sa sélectionneur. Puis, il va récolter sa parcelle select, sa semence select. Puis, la beauté de ça, c'est que ça, il peut la semer pendant 5 années avant que la source soit, comme on va dire, épuisée. Mais elle ne sera pas épuisée, mais c'est, dans le fond, c'est le statut select qui va être épuisé. OK, OK. Puis, quand tu sèmes select, tu peux récolter 1 hectare de select, puis le reste de ton champ, tu le sèmes fondation. Puis après ça, la fondation, ben, on la donne à un autre producteur ou d'autres producteurs l'année d'ensuite, qui eux autres sèment fondation, puis qui récoltent de l'enregistré. Oui. Puis après ça, la semence enregistrée, on la divise encore en lots, qu'on donne à d'autres producteurs, qui eux autres l'année d'ensuite sèment l'enregistré, puis qui vont récolter la certifiée. Puis après ça, toute la certifiée est amenée chez les cribleurs, est criblée, est divisée en lots, puis c'est la semence qu'on vend. C'est un peu là, le big picture, là, si on peut dire, là, de la production de semences, là, comment ça fonctionne. Fait que c'est eux autres qui donnent, qui donnent la certification. C'est eux autres qui autorisent, dans le fond, un certificat de récolte. Un certificat de récolte, ça dit si ton champ respecte les normes ou pas. OK. Puis si ton champ respecte les normes, ben, dans le fond, ta semence peut être utilisée pour faire la génération suivante l'année prochaine, l'année d'ensuite. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Fait que dans le fond, là, j'ai fait ma parenthèse sur un peu la CPS, qui eux autres chapeautent la production de semences au Québec. Fait que si on résume, on part avec une quantité X de breeder, qui est environ d'habitude d'une centaine de kilos, 80, 75, 100 kilos. De ça, on peut faire une parcelle select d'1 hectare pendant 5 ans, et la balance du champ est récoltée fondation. Fait qu'on récolte la fondation pendant 5 ans, qui fait de l'enregistrer pendant 5 ans, qui fait de la certifier pendant 5 ans, puis à toutes les années, on multiplie à peu près par 20, 25, 30 le volume de semences qui en sort. Fait que notre 100 kilos de breeder, en bout de ligne, va générer quelques centaines de tonnes de semences certifiées. Rock, est-ce que ça arrive des fois que tu fais produire de la sélection, la sélectionneur, select, fondation, puis finalement, ouais, pas terrible, on va l'abandonner. Ça vous arrive-tu des fois? C'est déjà arrivé. OK. C'est déjà arrivé. Dans les variétés de soya ou les céréales, puis il n'y a pas juste chez Solio qui font ça, mais principalement toutes les compagnies le font aussi. Oui. Il y a des compagnies, comme tantôt j'ai mentionné, Cerela, eux autres sont spécialisés. Eux autres, Cerela, ils commercialisent pas de semences, de grains. Eux autres, ils font de la génétique, puis ils vendent de la génétique. Fait que oui, il y a des compagnies comme Solio, comme d'autres, qui vont acheter des variétés de d'autres compagnies, puis qu'on va commencer à les produire. Puis après 1 an, 2 ans, ben ouais, pas si bonne que ça finalement. Fait que, puis des fois, c'est un franc succès. Fait que ça arrive des fois qu'il y a des abandons. Oui, c'est malheureux, mais c'est un peu... Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. C'est pas une science exacte, malheureusement, là, la génétique là, dans les semences. Là, ce qui m'amène à parler aussi que maintenant, il y a des nouvelles technologies
qui sont sur le marché avec lesquels les compagnies travaillent, Oui. notamment la génomique. La génomique, ça permet de détecter beaucoup de traits de ta semence. Puis, moi, je n'ai pas travaillé avec ça. Je me l'ai fait expliquer un peu l'autre jour. Puis, ça me dit qu'ils sont capables de savoir des traits spécifiques, mettons, des gènes, à propos des gènes des semences, qui permettent de gagner des années, quelques années, puis qui permet aussi d'accélérer le processus de production et de mise en marché ultérieurement. Il arrive à peu près la même affaire aussi dans la production laitière. Avec les génisses, là, il envoie des. Il y en a un qui me contait ça cet été. Il prend, il coupe Oui, des poils, là, il envoie faire tester ça. Puis pour la génomique, si les gènes n'ont pas suivi, il envoie ça à l'enquête. Puis, exactement. ils ne mettront pas de l'argent à faire engraisser une table pour se rendre compte finalement que c'est peut-être pas une si bonne productrice que ça. Fait que c'est pareil, Exactement. la Exactement. semence est rendue comme dans la production laitière, là, parce que je sais que dans la production laitière, la génétique, c'est poussé pas mal, là. Oui, j'ai quelques clients là, qui en font justement de la génomique là, dans le laitier. Puis, écoute, c'est un monde que je ne connais pas trop non plus. Fait que, ils m'expliquent ça, puis mon Dieu, ça avait l'air poussé. Mais eux autres, là, dès que le veau est sorti, ils sont capables de savoir, là, ben pas le veau, mais la génisse, là, parce que le veau, c'est le mâle. ouais, Mais la génisse, dès que la génisse est sortie, est née, ils vont être capables de savoir si ça va être une bonne laitière ou une bonne mère ou pas. ben oui. Fait que dans ce sens, c'est la même chose. Là. Parce que moi, je me souviens, quand on travaillait à la ferme de recherche, on avait, pour le soya IP, on avait développé une branche IP, puis on avait fait un petit laboratoire où on faisait du tofu avec toutes nos lignées. OK. Puis on était capable de voir, mettons, on n'analysait pas la couleur du tofu, on était capable de savoir la texture parce qu'on avait une machine là, qui mesurait la force avec des newtons sur un ordinateur. C'est comme une sonde qui descend bien tranquillement, puis à toutes les fois qu'il y a une variation de pression, ça l'enregistrait. Fait OK. qu'on était capable juste avec ça, on pouvait lire la fermeté des tofu, puis il y avait une différence, là, c'était incroyable, là, d'une variété à l'autre. Là. Il y en a, il venait quasiment comme de la pâte à modeler, il était quasiment dur comme la roche, puis il y en a d'autres, là, c'était comme un jello à moitié prix. Fait que Fait j'imagine que que, tu as des normes à respecter pour un tofu. exactement, Une pression exactement. Ben, entre X et X, puis c'est principalement aussi à la demande des acheteurs, là, oui, ceux qui oui. achètent des variétés pour le soya pour m'en faire. Puis, je me rappelle aussi, ça, c'était la belle période de l'année où, avec les différentes variétés de blé, ils faisaient des tests de pain pour OK, savoir ben quel oui. blé faisait un bon pain. Est-ce qu'il levait, est-ce qu'il levait pas? Puis, je me rappelle, ça sentait terriblement bon dans les bureaux. Quand on faisait du pain, quand la technicienne elle faisait du pain avec les variétés de blé. Puis encore là, écoute, il y en avait, c'était des mini-pains, là, à peu près gros comme, mettons, un pain hamburger, là, si on peut dire. OK, Là. oui, oui, ben oui. Mais il y en a qui venaient plates comme une crêpe, puis il y en a qui venaient 3-4 pouces d'épais. Là, fait qu'il y en a qui gonflaient super gros, puis il y en a d'autres qui n'avaient pas de propension justement à gonfler comme ça. Moi, je viens d'avoir une alerte, là, mais il me reste 20% de batterie. Fait que, mon iPhone est vieux. Fait que justement, c'est ça. On faisait des tests de pain pour voir comment les blés se comportaient pour faire du pain. Avec OK. d'autres tests à côté, là, l'indice de chute pour savoir la capacité de la tension de la farine mélangée avec l'eau. Différents tests comme ça. Fait que c'était tout est lié ensemble, puis c'est toutes des données qu'on vient chercher puis qu'on mettait dans la base de données pour, encore une fois, essayer de sortir la meilleure ligne au bout. Ouais, ça fait partie de la recherche, point au champ, mais il y a une partie aussi qui est importante là, pour créer de la nourriture dans le fond. Là. Exactement, exactement. Il y a un beau slogan là, qui circule, là, on contribue à nourrir le monde, là, mais c'est justement c'est toutes ces petites étapes-là, ces petits détails-là qui font qu'on est capable justement d'apporter des bons produits pour faire de la transformation, pour faire des bons produits comestibles, là, comestibles pour la consommation là, de la population en général. Là, J'ai une question pour toi, Rock.
Oui. Côté croisement de semences, là, on sait que le seigle et le blé, une fois croisés ensemble, ça a donné du triticale. Le triticale, ça sert à quoi? À part que j'ai toujours pensé que c'était comme un pari de gaucho, moi, ce croisement-là. Ben, en fait, le triticale est principalement utilisé là, dans l'alimentation Animal? animale, dans la fabrication de moulées, puis c'est principalement pour ça. Euh, Pourquoi que maintenant on décidé de croiser ces deux-là ensemble? C'est peut-être justement, il y a beaucoup de grandes inventions qui sont arrivées par accident. Oui. C'est peut-être arrivé de même. Euh, Tantôt, je parlais là, de production de semences puis de normes à respecter. Une des choses qui est importante en production de semences, c'est la proximité des autres champs. Exemple, si tu as un champ de blé Raven, qui est une variété qu'on vend là, chez Covry, puis que tu fais de la production de semences, ben, il ne faut pas que coller sur ton champ de blé, tu aies un champ d'une autre variété d'un statut inférieur. Le statut inférieur, je dis semence commerciale, si, mettons, tu as semé l'enregistré ou la fondation. Parce que là, il peut y avoir une pollinisation croisée. Tu vas Ouais, avoir une ouais, ouais, ouais. contamination pour les générations futures. Généralement, dans le blé, ou dans les autres, dans le blé, l'orge, l'avoine ou le soya, c'est pas si sévère que ça. T'sais, on parle de 3 mètres entre les deux ou à peu près ces distances-là. Mais je sais, par exemple, que le seigle, qui a du pollen très, très volatile, Oui. le seigle, la distance entre un champ de production de seigle et un champ commercial, c'est 300 mètres, 1000 pieds. Pour pas que justement le seigle commercial vienne contaminer la semence de production de seigle. Fait que, on voit un peu, là, fait que c'est peut-être comme ça, comme maintenant, le croisement seigle-blé est arrivé, puis ça a donné du triticale, puis on dit, ah, c'est quand même pas super, cette semence-là, cette récolte-là, fait qu'on voit qu'est-ce qu'on peut en tirer, puis Ouais. C'était créé par des chercheurs allemands il y a plus de 130 ans à partir de croisements entre le blé et le seigle. Wikipédia, t'es ça, sur je pense. Wikipédia, c'est ça. Fait que, Ben, fait que sur c'est ça. Google, ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble à ça. Fait que oui, ça en est une des branches. La raison pour laquelle on fait ça, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'étais pas là il y a 130 ans, malheureusement. Fait que, fait que c'est un peu ça. Après ça, dans le fond, pour parler un peu aussi comment est-ce qu'on amène la semence chez les producteurs. Ben, chaque semence, ça c'est un peu mon travail que je faisais quand je travaillais au service des semences de la Coop fédérée à l'époque. C'est amené chez des cribleurs. Des cribleurs, on en connaît tous dans la région. Là, il y a Semence Nicolette à Nicolette. Oh, oui, À oui. Saint-Hugues, il y a Semence Crépeau qui a été acheté par Solo Agriculture. Donc, maintenant, Solo Agriculture a son poste de conditionnement de semences. Oui, Il y a ben oui. aussi les semences d'Avio, il y a Semtech à Saint-Pie, il y en a un peu partout au Québec. Là, il y en a quelques-uns. Fait que, si on a des normes respectées, puis, dans le fond, la semence, le producteur, lui, il entrepose sa semence chez lui quelques semaines, quelques mois. Puis après ça, ben là, il reçoit un téléphone ou un courriel. Bon, ben, telle date, t'amènes ta semence chez le cribleur, puis lui, il va conditionner. OK, Fait que oui. là, dans le fond, toi, tu te colles une vanne, tu mets ton seuil dans la vanne, t'amènes ça chez le cribleur, lui, il met ça dans un silo. Puis après ça, il va faire ce qu'on appelle l'accribler et l'empocher. Fait que dans le fond, il y a la passe dans le crible pour tout enlever les impuretés, tout enlever les petits bouts de branches, les grains cassés, tout ce qui n'est pas un grain de soya. C'est comme enlevé mécaniquement à la machine. Après ça, on met un traitement de semence, puis aussi dans le cas du soya, on peut mettre un inoculant, le rhizobium, pour faire les nodules qui aident la plante à capter l'azote de l'air. Ça, c'est tout mis sur la semence. Puis après ça, c'est mis dans des sacs. Dans le soya, ben, c'est 140 000 grains dans un petit sac. Oui. On fait des sacs, 140 000 grains, c'est à peu près 25 kilos. On fait des sacs d'environ 500 kilos, qui est 2,8 millions de grains. Puis on fait aussi des grosses boîtes d'environ une tonne, qui est 5,6 millions de grains dans le soya. Puis Un les gros céréales, ça box. marche au poids. 25, c'est ça, ce qu'on appelle un box. Puis les céréales, ben, ça marche au poids. 25, 500, 1000 kilos. That's it. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le travail du cribleur.
Dans le fond, c'est lui qui prend la semence, qui sort de chez le producteur, il l'amène chez eux, il la nettoie, il la traite, puis il la met dans les sacs ou les contenants. Puis après ça, c'est livré dans les centres de distribution, comme, mettons, Cauvry à Baie-du-Fèvre, parce qu'on a un entrepôt de semences, puis après ça, ben, c'est livré chez les producteurs, puis à Saint-Maujean. Et Fait les que c'est un cribleux peu sont également vendus. Parce qu'après avoir Oui, livré la semence, elle est criblée, puis on reçoit un chèque pour les cribleurs. exactement. Exactement. Les cribleux sont vendus à l'alimentation, principalement. Puis aussi dans les céréales, la poussière, le criblage, dans l'alimentation des bœufs. Il y a beaucoup de producteurs, d'éleveurs de bœufs qui mettent ça dans leur ration. OK? Ce qui est quand même une bonne source là, d'éléments nutritifs. Bon, au moins, il n'y a pas de gaspille. Puis, ben, le moins possible. Le Ah moins non, c'est sûr. possible. Puis, juste pour faire une histoire, un petit résumé, quand on parle d'équipeurs, c'est pas tant que ça. Là, mettons, ça peut jouer entre 2 et 8 OK? de matériel impur, si tu veux, qu'on va sortir de la semence. Que ce soit, mettons, dans le soya, blé, orge ou avoine, tout dépendant des espèces et même des variétés dans certains cas. Ce qu'on appelle le pourcentage de coupe. Dans le fond, on coupe 3 d'importé, mais c'est le 3 qui fait ce qu'on appelle les cribleurs. Donc, si tu as livré 100 tonnes de semences, ben, tu vas avoir 3 tonnes de cribleurs, puis tu vas avoir 97 tonnes qui aura servi à faire de la semence pour la revente l'année d'ensuite. OK. Pour le soya Roundup Ready, c'est à quel moment dans la chaîne de production où est-ce que le gène est inséré dans la plante? C'est au croisement. Ah, c'est direct C'est au au croisement? croisement. Direct au croisement. C'est dans le fond, c'est le parent, un des deux parents qui a le gène. Puis là, on introduit le gène dans le croisement. On le fait à plusieurs croisements. Puis après ça, ben, comme j'ai dit tantôt, on va multiplier la semence, là, ben, deuxième, troisième, quatrième génération. Puis après ça, pour savoir ceux qui sont résistants au Roundup, ben, c'est bien facile. On arrose la parcelle au Roundup. Puis ceux qui survivent, ben, c'est eux autres qui sont résistants. OK. Fait que c'est la façon de procéder pour introduire justement un gène là, OGM dans dans un croisement. Puis après ça, le gène OGM, lui, ben ça, c'est les compagnies, c'est Monsanto qui l'introduit dans la semence. Là, ils font ça en laboratoire et tout. Je ne connais pas vraiment le procédé, mais dans le fond, c'est de eux qu'on achète le gène. Dans le fond, OK. on achète le gène Roundup Ready ou le gène Extend. Puis après ça, on fait des croisements, puis on introduit là-dedans comme ça. OK, 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 OK. Ah, je pensais que Exactement. c'était comme fait plus tard. Je ne savais pas. Là, quand ils sortent le Extend, ben là, ça veut dire que c'est comme s'ils étaient déjà dans le pipeline depuis 15 ans avant. Puis là, ils attendaient, mettons, qu'il soit approuvé. Une fois qu'il est approuvé, ils le mettent en marché. Fait que ça fait longtemps qu'il est qu'il est dans le pipeline, lui, là. Ouais, ben ça, c'est un dossier peut-être un peu délicat où que je ne veux pas trop embarquer parce qu'il y a quand même de l'information confidentielle, mais OK. j'ai déjà travaillé là, à l'introduction d'un nouveau gène dans le soya alors que ce n'était pas encore réglementé. Où ce qu'on travaillait, on avait des normes là, extrêmement sévères à suivre. C'était Ouais, ouais. clôturé. C'était pas n'importe qui avait le droit d'aller là. Il y avait 2, 3 personnes qui étaient formées qui avaient le droit d'aller là. Puis il fallait éviter à tout prix d'en répandre dans la nature. C'était comme le but principal, tant que ce n'était pas approuvé par Ouais, ouais. l'Agence canadienne là, d'inspection des aliments. C'est ça. Fait que ça, je l'ai fait, mais je n'élaborerai pas trop là-dessus là, pour divulguer trop d'informations. Non, 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 c'est bien correct, c'est bien correct. C'est bien, bien, bien correct. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est introduit dès le croisement. Si, mettons, on veut développer des variétés avec un gène X, ben, on croise avec un parent qui possède le gène X. Puis après ça, à partir de ce moment-là, ben là, on va essayer de développer nos propres lignées qui contiennent ce gène-là, tout simplement. Puis Bon. c'est la même chose dans tout. Là. Je veux dire, mettons comme, je cherche un exemple, là, mais
Je veux parler de tomates ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas envie d'embarquer là-dedans finalement. OK, Rock, bon, ben, je pense que ça fait pas mal le tour du dossier que tu voulais nous parler pour les semences. Hey, tu pourrais-tu nous parler des nouveautés qui s'en viennent chez Couvry? Oui, ben, dans le fond, là, on est en date aujourd'hui du 2 avril, là, Oui. la journée d'enregistrement. Couvry, à Baie-du-Fèvre, récemment, a fait l'acquisition du dépanneur L'Escale, qui est direct en bas, c'est à 132. Là, ils vont tout rénover ça dans le courant du prochain mois. Ils vont faire, dans le fond, ils vont changer les pompes, ça va être sur la bannière Sonic. OK, ben oui. Ils vont tout rénover le dépanneur. Puis, il va aussi avoir un petit restaurant casse-croûte à l'intérieur, là, avec une personne du village là, qu'on appelle affectueusement Madame Claire, où on va dîner régulièrement. Claire va faire un petit casse-croûte là, à l'intérieur du dépanneur là, pour desservir, là, dans le fond, la restauration locale. Ben oui. Fait que ça, c'est une des nouveautés. Aussi, cette année, là, on a justement parlé cette semaine, on va refaire notre journée parcelle pour exposer toutes nos variétés de soya et de maïs au plan à Baie-du-Fèvre, directement au plan, à côté du plan d'engrais, dans les champs, là, pour ceux qui le savent, là, où ce que c'était dans les années passées. Alors, on refait l'édition cette année de la journée parcelle là, directement au plan à Baie-du-Fèvre, où ce qu'on on est, nos bureaux se situent, puis où ce que le plan d'engrais, puis l'entrepôt de semence. Yes. Fait qu'il y a la journée parcelle qui va se faire là. Puis je sais pas si tu savais, mais Expo Champ devrait avoir lieu aussi cette année. Ouais, ben c'est un peu. Si la vaccination va bien, on va probablement pouvoir avoir des journées de genre, là. Comme ta journée partielle, là, s'il n'y a plus de vaccination, je pense pas qu'elle va avoir lieu, là, tu sais. C'est ça. À date, on espère. Ouais. Moi, je suis prêt pour mon vaccin depuis longtemps. Là. Puis on est tous au point supposé d'avoir notre première dose à Saint-Jean-Baptiste. On se croise les doigts. J'espère que ça va se réaliser parce que je pense qu'on est dû là, pour rencontrer du monde. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu essaies à mettre quelqu'un, là, mais moi, ça fait longtemps. Puis, fait que j'ai hâte. Fait que c'est sûr que si on peut justement aussi se voir là, à Saint-Boire, sur le bord de l'autoroute, à la journée Expo Champ, comme les années passées, sauf 2020, bien sûr, c'est un événement qui est quand même très intéressant. Puis c'est une belle place aussi là, pour venir voir justement là, toutes les variétés de maïs et de soya là, et de céréales là, de Solo Agriculture et des autres compagnies aussi là, pour les communs, les mortels et les producteurs agricoles. Puis il y a aussi de la belle grosse machinerie qui est exposée là. Il y a des démonstrations aussi. C'est rendu vraiment une sommité là, Exposition au Québec. Puis, un peu inspiré là, de ce qu'on appelle en Ontario le plowing match. Je ne sais pas comment le traduire en français, là, à part que plow, c'est une charrue, là, mais... Le Canada Outdoor Farm Show à Woodstock. Puis aussi le Pro... attends un petit peu, c'est quoi? Voyons, Colin, tu cherches le nom, le Farm Show, voyons, mais il y en a plusieurs. Aux États-Unis, il y en a qui se passent dehors, qui sont extrêmement gros, là. Donc, sur ça, c'est pas mal ce qui va conclure le podcast. Puis un gros merci, Rock, pour nous avoir expliqué en détail le monde des semences. Et je vous dis à plus tout le monde. Bye bye!